Bonjour et bienvenue au Rwanda. Nous sommes dans la capitale Kigali et c'est d'ici que nous vous proposons un numéro exceptionnel d'International. Aujourd'hui, notre invitée est une femme, elle s'appelle Louise Mushikiwabo, elle est ministre des Affaires étrangères depuis 8 ans. Elle est souvent présentée comme la voix du président Paul Kagame. Avec elle, nous parlerons de l'avenir de son pays, le Rwanda, mais nous évoquerons aussi des thèmes qui posent question, comme les libertés publiques. Et puis nous reviendrons sur les blessures du passé, le génocide de 1994 et les relations complexes entre la France et le Rwanda. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre pays. C'est vous qui avez choisi le lieu de notre entretien. Nous sommes ici au centre de conférence, le Kigali Convention Center. Et c'est ici que sont organisés de grands événements internationaux, des sommets internationaux, mais aussi d'ordre culturel, économique ou sportif. Il a été inauguré l'an dernier par le président Paul Kagame à l'occasion du sommet de l'Union africaine. Et nous avons trouvé un petit film promotionnel sur ce centre. Nous allons le découvrir avec vous. Kigali est le centre politique et économique du Rwanda, dans laquelle un nouveau centre urbain ultramoderne est en train de voir le jour. Le Rwanda Kigali Convention Center. Grâce au niveau de sécurité exemplaire du Rwanda, les congrès africains les plus importants, les plus prestigieux ont trouvé ici leur nouvel écrin. C'est cette image, Madame la Ministre, que vous souhaitez que l'on retienne du Rwanda. C'est un symbole du renouveau de votre pays? Tout à fait. Ce centre des congrès symbolise un petit peu où se retrouve notre pays aujourd'hui. Mais j'ai aussi choisi cet endroit parce que je suis très souvent ici pour des conférences, pour des manifestations aussi nationales. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que cet endroit reflète la réalité de votre pays? Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture occupe quand même près de 70% des travailleurs. Et certains de vos détracteurs disent que tout l'argent qui a été investi ici aurait pu être investi pour favoriser le développement de certaines infrastructures. Bon, vous savez, la réalité d'un pays ne peut pas se résumer en un centre de conférence. La réalité d'un pays, c'est plusieurs choses à la fois. Mais je pense que ce centre reflète surtout la modernité et l'ambition du Rwanda. C'est vrai que le Rwanda, c'est pas Kigali. Et c'est pas que Kigali. Le Rwanda, c'est pas la capitale, comme plusieurs pays aussi d'ailleurs. Donc, mais c'est un endroit qui représente tout cet aspect de changement, de modernité du pays. Que vous souhaitez pour le Rwanda. Alors nous sommes ici pour les 25 ans de TV5 Monde Afrique. Aujourd'hui, en participant à cette émission, vous vous adressez au monde de la francophonie. J'ai envie de vous demander, cette francophonie qui a l'empreinte encore du passé et de la colonisation, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Vous savez, le Rwanda a un héritage francophone. Moi, j'ai grandi ici au Rwanda en parlant Kinyarwanda d'abord, ma langue maternelle, mais aussi français. J'ai appris l'anglais plus tard. Et donc voilà, c'est le Rwanda d'aujourd'hui, c'est un petit peu le multilinguisme. Voilà. Alors avant de poursuivre notre entretien, je vous propose de découvrir ce focus vous concernant. Il a été réalisé par Bastien Bory et Rodolphe Clémendo. Ceux qui se séparent sans se trahir se réunissent à nouveau. Il vous va bien ce proverbe rwandais, Louise Mushikiwabo. Quand Paul Kagame part étudier le commandement militaire dans le Kansas en 1990, vous occupez déjà à Washington des fonctions discrètes dans le lobbying. 18 ans plus tard, en 2008, le président Kagame vous confie le ministère de l'Information, puis celui des Affaires étrangères du Rwanda. Porte-parole du gouvernement, vous devenez l'un des rares visages du pouvoir. Le Rwanda a opté pour une politique plutôt posée, plutôt calme. Le calme ne vous empêche pas de déclarer nuls et non avenus tous les rapports internationaux altérant l'image de votre pays. Vous dites de l'ONU et d'autres qu'ils ne sont pas le réservoir de la vérité.
Quoi que vous lisiez de ces organisations, vous devez garder l'esprit critique. Crise des réfugiés burundais et instabilité en RDC voisine occupent votre agenda, en plus des relations non moins instables avec la France depuis le génocide de 1994. Qui décide de l'avenir politique des Africains? Ce n'est pas Paris qui décide. Mais l'avenir de votre pays questionne. La problématique des droits de l'homme revient à chacune de vos apparitions médiatiques. Ceux qui nous adressent ces critiques ne comprennent pas la trajectoire qu'essaie de prendre le Rwanda. Vous êtes ministre depuis 9 ans, conforté par un président dans son 3e mandat. Qui d'autre que vous pour nous dire où va le Rwanda? Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du journal Le Monde nous ont rejoints. On vient de l'entendre, vous dénoncez souvent les critiques faites au Rwanda. Vous remettez régulièrement en cause des rapports qui sont établis par les organismes internationaux. Alors, comment expliquer ces rapports et pourquoi ces organismes et ces ONG voudraient distribuer des mauvais points à votre pays? C'est une bonne question. Le Rwanda est un pays, comme vous le savez, qui a une histoire très compliquée. Une histoire de conflit, de génocide. Donc automatiquement, c'est un pays qui ne correspond pas exactement aux modèles politiques qui sont très connus. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que le Rwanda a fait des choix politiques qui sont adaptés à la condition du Rwanda. Et ça aussi, ça ne fait pas exactement partie des systèmes qui sont connus. Nous sommes un pays très ambitieux. Des fois, nous allons très vite. Et donc, il faut pouvoir expliquer quelquefois. Christophe. Madame Mushikiwabo, on a quand même l'impression parfois que entre le développement et la démocratie, vous avez choisi le développement. Est-ce que c'est pas compatible? Ce n'est pas possible, à notre avis, de séparer la démocratie et le développement. Parce que la vie d'un pays, ce n'est ni l'un ni l'autre. La même chose pour le Rwanda. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut bien comprendre notre système démocratique. Notre système démocratique veut que les dirigeants du pays se partagent le pouvoir. Qu'un chef d'État ne peut pas venir de la même formation politique que le numéro 2 du pays. Donc on a un système politique qui n'est pas conforme à ce que plusieurs pays, dont plusieurs pays occidentaux, à ce à quoi ils sont habitués. Madame la ministre, est-ce que en fait, vous n'êtes pas sur les traces d'un modèle à la chinoise, avec une priorité accordée à l'économie et en fait les libertés publiques qui viennent sur un plan secondaire? Non, je disais justement que les libertés publiques ne peuvent pas être secondaires parce que c'est ça qui permet aussi de faire des choix aussi bien économiques que politiques. Mais le modèle rwandais, on a essayé d'aller vers nos propres valeurs et d'emprunter ici et là. On n'est pas aligné sur un modèle précis, mais bien évidemment pour nous au Rwanda, le fait d'avoir à manger, d'avoir un toit, d'avoir un avenir, de se faire soigner, ça c'est très important. L'opposition ici, elle est inaudible. L'opposition au Rwanda... Qui est votre opposition? L'opposition au Rwanda est audible pour ceux qui veulent l'entendre. On reviendra sur cette question. Ce qui fait l'unanimité, en revanche, Louise Mushikiwabo, c'est l'essor économique du Rwanda, qualifié de miracle économique. Une très forte croissance, 7% au cours de ces dernières décennies. Un taux de pauvreté, lui, qui a reculé de 25%. Et vous êtes presque un exemple en matière de développement durable. Nous l'avons vu en arrivant à l'aéroport. Hier, on a dû jeter les sacs plastiques que nous avions à la main. Vous avez également fait savoir que vous alliez renoncer au glyphosate, un dossier qui agite beaucoup l'Europe. Et vous investissez dans l'énergie solaire. On écoute et on regarde ce document. Très bien. Au sommet d'une colline s'étendent 21 hectares de panneaux photovoltaïques. Érigé l'an dernier à l'est du Rwanda, ce parc solaire qui a coûté plus de 20 millions d'euros est le plus grand d'Afrique de l'Est. Connecté directement au réseau électrique, il fournit 7% de la production totale d'électricité du pays.
Le solaire est intéressant financièrement par rapport au charbon. C'est facile et rapide à mettre en place. Pour construire ce parc, il n'a fallu que 6 mois. À peine plus de 20% de la population rwandaise a accès à l'électricité. Mais avec la croissance économique, la demande a explosé. Le solaire, avec d'autres énergies renouvelables, permettra au pays d'être plus indépendant énergétiquement. Les solutions dites hors réseau sont aussi encouragées dans les campagnes, comme ici, dans ce village à 30 km au sud de Kigali. Valence, propriétaire d'un bar, a acheté un système solaire il y a 5 mois. Un investissement de près de 600 € qui peut être étalé sur 3 ans. Je suis satisfait. Maintenant, j'ai de la lumière et je n'ai plus besoin d'acheter de bougies. J'ai aussi la télé. Cela me permet de savoir ce qui se passe dans le monde. Ces initiatives ont déjà permis à plusieurs milliers de foyers de s'éclairer. Les objectifs sont ambitieux. Le gouvernement veut que d'ici 2 ans, 70% de la population ait accès à l'électricité. Sophie, une question. Une question. Comment est-ce que vous comptez, Madame la Ministre, attirer les investisseurs étrangers au Rwanda quand on sait que pour l'instant, le développement se fait énormément à travers la main du pouvoir, du FPR, de ce fonds Crystal Venture qui est un peu présent partout dans l'économie. Comment cette économie va-t-elle s'ouvrir à l'étranger ? Vous savez, le Rwanda n'a pas de problème à attirer des investisseurs. Depuis plusieurs années, nous nous sommes préparés, que ce soit sur le plan des lois qui ont à voir avec le domaine économique, que ce soit par rapport aux services offerts aux investisseurs. Donc aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'investisseurs précis pour des projets bien précis. Donc jusqu'à présent, le Rwanda n'a pas de problème pour attirer les investisseurs d'une manière générale. Le parti au pouvoir va garder la main sur l'économie tout de même ? Je pense que le parti au pouvoir au Rwanda est en plein droit d'avoir des sociétés qui sont affiliées au parti au pouvoir. Le parti au pouvoir est arrivé ici au pays où il n'y avait pas encore d'activité économique. Et ce qui s'est passé, c'est que les activités où notre communauté d'affaires, qui par ailleurs a encore du chemin à faire, n'arrivait pas à s'impliquer, les sociétés affiliées au parti au pouvoir s'impliquaient et puis laissaient la place aux investisseurs locaux privés. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu de problème à ce sujet-là. Alors, au-delà de la question économique, il y a aussi dans ce pays, dans votre pays, cette volonté d'apprendre du passé, de ce qu'il s'est passé. Et aujourd'hui, par exemple, on ne naît plus Hutu ou Tutsi, mais on est Rwandais au Rwanda. Il n'y a plus de mention sur les papiers d'identité d'une appartenance ethnique. Et c'est à l'école au Rwanda que les enfants sont aujourd'hui sensibilisés à ces questions. On regarde, on écoute. Georges Moragua est professeur d'histoire et géographie. À lui, la lourde tâche d'expliquer le génocide, ses raisons, ses conséquences. Qui peut définir le génocide? C'est l'extermination de gens innocents en raison de leur race, de leur religion ou de leur groupe ethnique. L'objectif du cours est avant tout d'expliquer la planification du génocide. Comment le pouvoir extrémiste Hutu a organisé en amont l'épuration ethnique et avec l'aide de qui? Nous essayons d'analyser les différences entre génocide et guerre. Le Rwanda a bien compris que la réconciliation se ferait à travers les enfants. Jacqueline Ouimana est responsable d'une association, Umuseke, qui éduque à la paix. Sa méthode, le dessin pour entraîner les écoliers à s'interroger sur la liberté. Il faut toujours poser des questions, il faut vérifier ce que nous avons entendu. Pour elle, les enfants ne doivent pas porter le poids du génocide sur leurs épaules, qu'ils vivent côté victime ou côté bourreau. Aujourd'hui, la ligne est qu'il n'y a ni Hutu, ni Tutsi, seulement des Rwandais. Mais il est parfois difficile de se retrouver dans cette histoire officielle qui omet certains épisodes. Peu de mots sur les victimes Hutus modérées
ou les morts de la guerre de reconquête. Christophe, une question sur les questions ethniques, justement. Madame la ministre, il n'y a plus de Hutus, plus de Tutsis, mais il y a des victimes et des bourreaux du génocide. Et notamment des associations de victimes se plaignent parfois d'être un peu ignorées, oubliées, d'être devenues un peu le prétexte des politiques qui sont menées, mais qu'on ne s'occupe pas d'elles et qu'elles sont obligées de cohabiter avec d'anciens bourreaux qui sont sortis de prison, sans protection. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces victimes, ou à ces rescapés plutôt? Bon, d'abord, je pense que ce n'est pas correct de dire que le Rwanda se définit par victimes et bourreaux. Ça, c'est l'histoire du génocide, bien évidemment, qui a bien marqué notre pays. Vous savez, après le génocide, il fallait qu'on trouve non seulement un moyen de vivre, mais aussi une philosophie et une manière d'emmener tous les Rwandais vers l'avenir. Et il a fallu faire des sacrifices de tous les côtés. Il n'y a pas un seul Rwandais aujourd'hui qui, de près ou de loin, n'a pas été affecté par le génocide. Donc, c'est une complication que je pense seuls les Rwandais peuvent comprendre. Vous savez, le Rwanda, après le génocide, n'avait que deux choix. Ou de se reconstruire et de rester vraiment un pays, une nation, ou de disparaître. Et on savait que les choix qu'on allait faire allaient être difficiles de toutes les façons. Donc aujourd'hui, nous sommes un pays qui est bien avancé sur le chemin de la réconciliation. Mais je dis bien, c'est un chemin, ça va prendre du temps. Seulement, nous sommes très satisfaits, 23 ans après le génocide, de l'harmonie qui se retrouve au niveau de notre société, de cette vie commune, de cette unité qui existe au pays, tout en sachant que, bien évidemment, par l'histoire, ce n'est pas une question facile, ça va nous prendre du temps. Quand vous parlez de ce chemin, Madame la Ministre, ce chemin pour aller vers une réconciliation, est-ce que vous estimez aujourd'hui que mentionner les crimes, les massacres aussi qui ont été commis à l'encontre des Hutus, c'est du négationnisme, ou est-ce qu'il va falloir en passer par là, cette reconnaissance aussi qu'il y a eu des massacres, pour que la réconciliation soit profonde? Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Le génocide est un crime d'État. Le génocide dans ce pays a été commis par un État à la dérive. Un État qui avait perdu le sens de la nation, des hommes et des femmes qui voulaient se préserver contre le reste du pays. Et donc, quand on parle de renaître en réalité d'un génocide, il y a bien sûr, il y a eu des Rwandais qui ont été visés, il y a des Rwandais qui étaient les pourchasseurs, si vous voulez, mais on sait très bien qui a tué. On est passé par une période d'à peu près 15 ans avec des procès traditionnels Gacaca. Donc on a fait un long chemin en tant que pays, mais on n'identifie pas chaque Hutu dans ce pays comme tueur, c'est évident. Si vous voulez bien, Madame la Ministre, on va s'interrompre pour une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Et c'est une chanson de Corneille au titre évocateur, parce que l'on vient de loin, qui marque cette pause. Cet artiste rwandais a publié son autobiographie l'automne dernier, Là où le soleil disparaît. Il raconte notamment le massacre de sa famille une nuit d'avril 1994 à Kigali. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Et quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas.
Nous sommes de retour dans cette émission exceptionnelle ici à Kigali avec la ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, dans ce décor très moderne du centre de la capitale. Alors une émission en partenariat avec RFI, Sophie Malibaud, et le journal Le Monde, Christophe Ayad. Alors j'ai envie de vous demander quelque chose concernant l'élection en août dernier du président Paul Kagame. Il a été élu pour un troisième mandat avec 98,6% des voix. Pour pouvoir être élu, le président a fait évoluer la Constitution par un référendum en 2015. Aujourd'hui, s'il le veut et si les électeurs le veulent aussi, il peut être réélu jusqu'en 2034. Alors j'ai envie de demander, est-ce que Paul Kagame pense peut-être un jour à sa succession, ou est-ce qu'il sera un président à vie? Vous savez, il y a beaucoup de Rwandais qui aimeraient bien que le président Kagame soit président à vie. C'est un homme qui a beaucoup fait pour ce pays. C'est un leader avec des qualités exceptionnelles. Il est venu dans ce pays à un moment important de son histoire. Il a fait un travail remarquable et donc voilà pourquoi plusieurs Rwandais, en tout cas la très grande majorité, sont contents du travail que fait le président Kagame. Je dois faire une petite correction. Le référendum ici au Rwanda, ce n'est pas Paul Kagame qui l'a demandé. C'est la population qui l'a demandé à travers les institutions du pays, notamment le Parlement. Madame la ministre, qu'est-ce qui est fait dans ce pays en fait pour qu'une alternance puisse éventuellement exister un jour? Parce que vous parlez d'une grande majorité, mais c'est une quasi-unanimité. Donc ça questionne forcément sur la place qui peut rester pour qu'une opposition s'installe et qu'un jour une alternance non violente puisse prendre place dans le pays. Moi, je pense qu'il faut bien séparer les choses. Il y a ce que les Rwandais veulent et il y a ce que les non-Rwandais veulent. Et donc, nous, dans notre manière de comprendre les choses, les décisions concernant l'alternance, même la question d'alternance, c'est une décision, comme vous l'avez bien dit, des électeurs rwandais. On comprend bien qu'il y ait des gens, des pays, ou des opposants à l'extérieur qui expriment cette frustration. À l'intérieur ou à l'extérieur qui ne comprennent pas les choses de la même façon. Mais justement, seulement, tout se passe par le voie des urnes et c'est ça la décision des Rwandais. Mais Madame la Ministre, une femme a voulu se présenter à l'élection présidentielle face au président Kagame, Diane Rwigara. Aujourd'hui, elle est en prison au motif qu'elle aurait falsifié des signatures, qu'elle aurait appelé à l'insurrection. Elle attend son procès. On l'écoute. Les seules personnes qu'on entend sont celles qui encensent le régime. Il n'y a rien de mal à complimenter le gouvernement, mais il y a une catégorie de Rwandais qui a besoin d'autres points de vue, besoin de s'exprimer. Donc ce n'est pas parce que je prends le risque de parler qu'il y a la liberté d'expression au Rwanda. Non, il n'y en a aucune. Est-ce que cette jeune femme n'est pas en train de devenir le symbole d'une volonté de pouvoir organiser une alternance démocratique dans ce pays et notamment une nouvelle génération qui veut plus de liberté? Bon, d'abord, cette jeune dame représente une certaine manière de penser, surtout une manière de penser qui est en dehors du pays. Il y a plusieurs femmes ici au Rwanda. Elle était candidate, elle était ici. Elle était effectivement, elle voulait être candidate, mais elle n'a pas eu assez de soutien pour pouvoir se qualifier à la présidentielle. C'est ce que ça veut dire. C'est une jeune dame qui, comme tous les Rwandais, qui qualifie, avait le droit de se présenter aux élections. Elle n'est pas allée jusqu'au bout parce que justement, elle ne se qualifiait pas. Et sur ce chemin-là, bon, je ne vais pas beaucoup commenter parce que c'est une affaire qui est dans les mains de la justice. Et donc, sur ce chemin-là, il y a eu des problèmes. Et c'est pour ça qu'elle est en justice aujourd'hui. Mais je dois dire aussi, si vous permettez une minute, bon, le Rwanda, bien évidemment, c'est un pays où la femme est reine.
Mais il y a aussi quelques sorcières. Il n'y en a pas beaucoup, mais toutes les femmes au Rwanda ne sont pas des anges. C'est le terme que vous utilisez pour qualifier cet opposant? Non, non, je dis parce que on entend souvent, surtout dans certains milieux, que c'est une femme, comment est-ce possible? Une femme ne peut pas faire la prison. Vous savez, les femmes ont commis le génocide ici au Rwanda. Donc, une femme qui se qualifie, qui remplit les conditions, bien sûr, peut participer et peut être élue. Ce n'est pas son cas. Madame la ministre, vous disiez justement que maintenant c'est dans les mains de la justice. Est-ce que vouloir se présenter et ne pas réussir à se présenter à l'élection présidentielle vous amène aujourd'hui en prison au Rwanda et devant un tribunal? Ce n'est pas le cas ici, Monsieur Ayad. Cette jeune dame est en justice parce qu'elle a triché à plusieurs niveaux sur son chemin vers la qualification pour les présidentielles. Donc attendons son procès. Attendons, alors, comme vous dites, mais on a quand même l'impression qu'il y a une multiplication des procès et des poursuites à l'encontre même de gens qui viennent du camp du président Kagame, c'est-à-dire de gens qui venaient du FPR, ou qui lui étaient qui faisaient plutôt partie de ses partisans, qui n'étaient pas des gens qui voulaient son renversement, mais qui ont pu critiquer un aspect ou l'autre de sa gestion du pouvoir et qui aujourd'hui sont soit à l'étranger, soit en prison. En quoi est-ce que c'est étonnant? La politique, ça devient un peu intriguant que autant de gens qui vous sont proches au début soient obligés de fuir le pays ou finissent en prison parce qu'ils ont osé émettre une critique ou sur la façon dont les choses se passent, alors qu'ils n'appellent pas à votre renversement. Non, moi je pense qu'il faut bien comprendre le Rwanda et surtout il ne faut pas vouloir définir le Rwanda comme un pays qui est très étrange et qui est différent. En politique, les gens s'entendent et finissent par ne pas s'entendre. Après, c'est à ceux qui quittent le pays maintenant de voir s'ils veulent continuer à se comporter d'une manière normale, d'une manière qui n'amène pas vers des activités criminelles. Le reste, c'est un peu partout dans le monde. Hein. Il y a des politiciens et leurs opposants, surtout que la plupart de ces Rwandais qui ont quitté le pays, si vous avez bien fait votre enquête, ils sont tous partis avec des problèmes. Donc, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas voulu aller avec le système politique et une fois arrivés à l'extérieur, ils se sont retrouvés avec des activités criminelles. Il faut bien voir pour leur à ce score sécurité. Qui voisine les 99% d'électeurs favorables à Paul Kagame, est-ce que vraiment cette façon de construire la vie politique ne peut pas être contre-productif à terme, parce que ça engendre... Pour qui? Pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, pour la démocratie, ceux qui n'ont pas de voix. Paul Kagame, c'est le président des Rwandais. Si les Rwandais veulent les choses comme elles se passent aujourd'hui, pour nous, on est très à l'aise. On comprend bien qu'il y en ait qui ne comprennent pas, et c'est tout à fait normal. Comme nous, ici au Rwanda, on est très étonnés de voir des chefs d'État qui sont élus par que 20% des électeurs dans leur pays. C'est leur choix. Alors, nous allons progresser dans cet entretien, si vous voulez bien. Nous allons parler maintenant des relations entre la France et le Rwanda. Oui. Alors, des relations compliquées, difficiles, avec un passé qui pèse lourd, comme notamment cette enquête française sur l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, qui avait été abattu le 6 avril et qui avait été 1994 et qui avait été le signe du déclenchement du génocide. Alors, il y a quelques jours, vous venez de rappeler votre ambassadeur en poste à Paris pour consultation, après qu'un juge français, suite à un nouveau témoignage, souhaitait auditionner votre actuel ministre de la Défense, parce qu'il y a eu plusieurs enquêtes, et notamment le président actuel a été soupçonné d'avoir participé, ce qu'il a toujours nié, à cet attentat. Alors pourquoi avoir rappelé votre ambassadeur? C'est juste une décision de justice qui est intervenue ces derniers jours. Bon, d'abord, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour parler des relations entre la France et le Rwanda. Mais tout d'abord,
La France, par certains responsables français, qui étaient les soutiens d'un régime qui a commis un génocide ici au Rwanda, depuis 23 ans, essayent de cacher leurs traces, essayent de brouiller les pistes. C'est ça l'histoire du Rwanda et de la France depuis 1994. Mais ce que vous voulez dire, c'est que le rappel, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est une volonté de la France de cacher sa propre responsabilité? Laissez-moi terminer. Ce que je voulais dire, c'est que les relations entre la France et le Rwanda, depuis le génocide, par l'implication de responsables et politiques et militaires et autres, est une relation qui est compliquée. Ça se comprend. Hein, ce n'est pas comme si le Rwanda et la France, on était des grands amis et tout d'un coup, on rappelle notre ambassadeur. Nous, au Rwanda, nous avons essayé de notre mieux de renouer les relations. Il y a eu des épisodes, il y a eu plusieurs tentatives. Du côté français, c'est clair. Avec le président Sarkozy, il y a eu à un moment donné une évolution. C'est ça, c'était un épisode, je pense, pour nous. Et d'ailleurs, comme par hasard, pendant que les relations politiques étaient bonnes, même ces soi-disant enquêtes judiciaires allaient très bien. Et donc, normal, pour nous, quand vous parlez de justice, en tout cas, quand il s'agit de la France et du Rwanda, ce n'est pas la justice, c'est la politique. C'est la politique, c'est évident. Mais quand vous parlez de ce moment où l'enquête allait bien, je pense que vous faites référence au juge Trévidic et à l'expertise qu'il a menée et aux résultats de cette expertise qui montrait que les tirs de missiles contre l'avion venaient du camp militaire de Kanambé. Est-ce que, à ce moment-là, vous estimez pas qu'il n'a pas pu conclure son instruction? Est-ce que vous estimez que maintenant, il faudrait la conclure alors qu'on n'a pas déterminé les responsabilités? Est-ce que ce n'est pas dans l'intérêt à la fois du Rwanda et de la France d'aller plus loin pour savoir exactement d'où venait, qui a perpétré cet attentat? D'abord, est-ce que vous trouvez normal que la France, qui est quand même impliquée dans le génocide ici au Rwanda, ce qu'elle a toujours nié, soit juge de quoi que ce soit qui est lié? Mais les faits sont là. Les faits sont là, c'est la justice. madame. La justice est indépendante. Et ce sont des juges qui enquêtent parce qu'il y avait un équipage français dans cet avion. Donc c'est une affaire qui est en justice. Je vais vous dire ce qu'on dit ici au Rwanda. La justice française est indépendante de la justice. C'est ce qu'on dit ici au Rwanda. Parce que quand on observe tout ce qui s'est passé depuis le génocide en 1994, des responsables français étaient impliqués aux côtés des génocidaires, du régime génocidaire ici. Pendant le génocide, les mêmes responsables ont aidé. Après le génocide, les mêmes responsables ont caché, ont soutenu, et même aujourd'hui, ils continuent de soutenir des hommes et des femmes qui sont accusés de génocide ici. Donc, nous, quand on parle de justice française par rapport au Rwanda, on n'y comprend rien. Jusqu'où pensez-vous aller si jamais cette affaire se poursuit ou s'envenime? Est-ce qu'on risque de retourner vers une rupture des relations comme ça a été le cas à une certaine époque? Je vais vous dire une chose. Ce soi-disant procès n'avait aucune raison d'être, pour commencer. Donc, pour nous, à un certain moment, on a collaboré, on a tout fait parce que nous, comme pays, comme nation, on voulait aller de l'avant. On a trouvé du côté de la France plutôt une certaine attitude, je dirais même, vous me pardonnerez le mot, mais une certaine arrogance par rapport à ce petit pays qui s'obstine, qui cherche toujours la petite bête. Mais nous, le Rwanda, tout ce qu'on demande, c'est la justice. Tout ce qu'on demande, c'est l'équité. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la prise de responsabilité. Et je vais vous dire qu'ici au Rwanda, on pense que ce combat que la France mène pour certains responsables français, c'est un combat que la France ne peut pas gagner. Ça, c'est ce qu'on croit ici au Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est un combat injuste. C'est un combat injuste. On peut cacher, mais on ne peut pas tout cacher. Et donc, aujourd'hui, bien évidemment, nous avons rappelé l'ambassadeur Jacques Abalé, parce qu'il y a un problème avec cette instruction sans fin
toujours un témoin de la 25e heure, des juges après des juges, des Jean-Louis, des Jean-Marc, enfin, alors, il faut bien que ce soi-disant procès puisse se terminer un jour. Et si la France ne peut pas le terminer, nous, on va le terminer. Alors, justement, le Rwanda, vous accusez la France d'avoir participé au génocide. Vous pensez que la France est innocente dans ce pays? Moi, je n'ai pas à répondre à ces questions, madame. Je vais juste vous faire écouter... On va y réfléchir. Je vais vous faire écouter ce que disait le président Kagame à Jeune Afrique. C'était en 2014. Prenez le cas de la France. 20 ans après, le seul reproche admissible à ses yeux est celui de ne pas en avoir fait assez pour sauver des vies pendant le génocide. C'est un fait, mais cela masque l'essentiel, le rôle direct de la Belgique et de la France dans la préparation politique du génocide et la participation de cette dernière à son exécution même. Alors, il y a 4 mois, en juin dernier, une revue française, la revue 21, a publié une enquête qui affirmait qu'au cours d'opération turquoise, l'opération militaro-humanitaire conduite par la France, ordre avait été donné de réarmer les Hutus, un mois après le vote d'un embargo sur les armes des Nations Unies. Ces informations ont été démenties, mais on écoute le témoignage d'un ancien officier de l'armée de terre française qui a participé à l'opération turquoise. J'arrive sur la base de Cyangugu, qui est le sud du Rwanda, et le commandant adjoint de la base me demande de détourner l'attention des journalistes parce qu'un convoi d'armes va partir vers le Zaïre. Je suis interloqué, je le fais, mais je suis interloqué le soir au débriefing. Nos débriefings sont sévères dans ces opérations, ce sont juste nos vies qu'on joue. Donc le soir au débriefing, je demande des explications. Et là, les commandants du détachement m'expliquent sans trop y croire qu'en fait on livre des armes aux forces gouvernementales qui viennent juste de commettre le génocide. C'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'ils ont du sang jusqu'au cou, qu'en fait on les réarme pour éviter qu'ils ne nous menacent. Voilà, comme si en réarmant des gens qui ont commis des crimes atroces, on risquait moins. Alors ces éléments vont dans le sens d'une implication de la France qui, encore une fois, dément évidemment toutes ces accusations. Ce qui est normal. Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, de Paris ? Est-ce que c'est une nouvelle enquête ou est-ce qu'il faut arrêter tout ça et vous demandez que la France, comme l'a fait la Belgique, demande pardon au Rwanda? Vous savez, quand le président Sarkozy est venu au Rwanda en 2010, un de vos confrères lui a posé la question s'il était venu pour demander pardon. Et il a répondu, si je me rappelle bien, est-ce que vous êtes français, vous êtes prêts à demander pardon? Si vous l'êtes, moi je vais demander pardon pour vous. Et je pense qu'il avait raison. Un chef d'État ou des dirigeants, c'est à eux de voir. Ce n'est pas au Rwanda. Mais alors qu'est-ce que vous attendez de la France aujourd'hui? Nous, on attend de la France, pas aujourd'hui, on attend de la France depuis 23 ans que la France prenne ses responsabilités par rapport à son rôle dans le génocide qui a endeuillé ce pays. Comment elle peut les prendre? La France a fait beaucoup de mal au Rwanda. Et ce n'est pas à coup de faux procès, de faux rapports, etc., que la France va changer son rôle. Vous savez, nous, les Rwandais, nous avons dû nous confronter à nous-mêmes. Je pense que la France devrait faire la même chose. Alors justement, quand vous avez entendu Nicolas Sarkozy parler d'aveuglement, parler d'une grave erreur d'appréciation, est-ce que vous partagez l'analyse selon laquelle la France, à ce moment-là, était complètement aveuglée par sa volonté de faire face à l'avancée du FPR et que c'est dans cet aveuglement qu'elle n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire contre les génocidaires? Bon, moi je pense que le soutien, la participation d'une manière ou d'une autre à un génocide, on n'appelle pas ça un aveuglement. Mais vous savez, je suis diplomate, je sais qu'il y a plusieurs manières de déguiser le langage quand il le faut. Je crois tout simplement qu'aujourd'hui, la France a l'occasion de se confronter à sa propre histoire par rapport au Rwanda. Et en tout cas, pour nous, ici au Rwanda, on a tout fait. On a toléré beaucoup de choses. Mais on se dit, le moment viendra, on espère que ce moment n'est pas très loin,
où la France devra accepter que la France a joué un rôle terrible dans ce pays. Et c'est comme ça que les pays avancent. C'est la même chose pour nous, comme je le disais tout à l'heure. On aurait pu se braquer en tant que Rwandais, on aurait pu ne pas se parler. Eh bien, le pays aujourd'hui n'existerait pas. Madame la ministre, mais ce n'est pas à moi de conseiller la France. Madame la à ministre, la France, je suis ministre du Rwanda. Aujourd'hui, vous avez un président français jeune, trop jeune pour avoir eu des responsabilités à l'époque, et qui n'a pas de formation politique, qui compte des gens qui ont eu des responsabilités à l'époque. Donc il est un peu vierge dans tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est une chance pour avancer et solder ce passif très très lourd de la France vis-à-vis du Rwanda? Et quel geste précis vous attendez? Parce que on a l'impression que les dirigeants français cherchent à comprendre exactement quelles sont les attentes du Rwanda en termes d'excuses, réparations, commission d'enquête ou je ne sais quoi. Et pour compléter ce que vient de dire Christophe, il y a eu cette poignée de main entre le président Kagame et le président Macron en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier. Comment construire cette relation aujourd'hui avec la France? Vous savez, les relations entre des pays, entre des nations, ça va au-delà d'un individu, ça va au-delà d'un chef d'État. Effectivement, le président Macron a rencontré le président Kagame. Ils ont eu un bon entretien à New York en marge des Assemblées générales des Nations Unies. C'était un moment important parce que ça signalait le fait que la France cherche effectivement à essayer de renouer les relations. Maintenant, le chemin qu'il faut pour y arriver, c'est un long chemin. Puis en plus, vous le savez mieux que moi, un président peut avoir toute la bonne volonté du monde, mais il se retrouve, j'imagine qu'il se retrouve avec ce qu'on appelle en anglais un baggage, toute une histoire qui est là par rapport à l'implication de la France. Donc ça, c'est à la France de gérer. Ce n'est pas au Rwanda, mais en tout cas, le président Kagame a été heureux de le rencontrer. Ils ont échangé. Vous savez ce qu'ils se sont dit? Vous savez ce qu'ils se sont dit? Malheureusement, ils m'ont éloignée. Je n'ai pas participé à cette réunion, mais la poignée de main était chaleureuse. Madame la ministre, il nous reste très peu de temps pour aborder un autre sujet important, qui est la relation avec vos voisins, et notamment la RDC. Alors, si vous voulez bien, Sophie. Quel est aujourd'hui l'état de vos relations avec ce grand pays? On a vu cette semaine Madame Nikki Haley, qui est la représentante des États-Unis à l'ONU, faire une tournée en RDC Congo et demander que des élections se tiennent en 2018. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que l'allié américain? Est-ce que vous estimez que la RDC Congo doit aller de l'avant sur ce chapitre pour préserver la stabilité dans la région? La RDC et le Rwanda aujourd'hui, nous avons des relations apaisées. Nous avons aussi, depuis quelques années, une bonne collaboration sur plusieurs projets économiques. La politique interne de la RDC ne nous concerne pas, nous, le Rwanda. Tout ce qu'on cherche, on le dit souvent à nos collègues congolais, c'est que cet épisode politique se passe en toute tranquillité. Parce que, comme vous le savez, encore une fois, depuis le génocide de 1994, où plusieurs Rwandais qui étaient impliqués dans le génocide ont fui vers la RDC, avec l'aide d'ailleurs de certains éléments français. On a eu des relations difficiles aussi avec la RDC. On a fait la guerre, on a fait la paix. Aujourd'hui, on est dans une relation plutôt calme. Madame la ministre, nous arrivons au terme de cette émission. C'est passé très très vite. Merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien ici à Kigali. Merci à Sophie de RFI, à Christophe du journal Le Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle au Burkina. Nous irons interviewer le président Roch Marc Christian Kaboré. Merci à tous. Merci.